on a mesuré globalement une augmentation des vents sur l'océan, pas sur les continents. Ce sont des augmentations assez faibles, donc ce que l'on a observé jusqu'à présent, c'est une augmentation. Je pense que plus on aura d'observations, plus on étayera ces données. Vous avez dit quelque chose sur les cyclones, sur lequel j'ai envie de rebondir. Un cyclone, c'est un système qui est de l'ordre de 100 km de dimension et qui est extrêmement puissant, qui transporte une quantité d'énergie fantastique et qui va aider à créer ces climats régionaux en transportant de l'énergie d'un point à un autre. Ces cyclones ne sont pas représentés de façon réaliste dans nos modèles globaux qui représentent le climat et qui font ces études-là. Et pour comprendre ce qui se passe au niveau des cyclones, on doit aller vers une plus petite échelle et donc on doit jouer sur ce qu'on appelle une hiérarchie de modèles, partir d'un grand modèle, mettre des modèles plus petits pour suivre un cyclone. Et donc, ça nécessite, ce sont des difficultés majeures. On a le mécanisme du cyclone, on comprend pourquoi, les raisons nécessaires, les causes nécessaires à un cyclone. Il faut une certaine température de la mer, il faut une certaine variation de vent verticale. Mais on ne sait pas dire, je vois ici cette température et cette variation de vent, il y aura sûrement un cyclone. C'est des conditions nécessaires, ce n'est pas des conditions suffisantes. Donc le mécanisme n'est pas parfaitement connu, bien qu'on ait fait des tas de progrès depuis une quinzaine d'années qu'on suive et qu'il y a des centres qui sont spécialisés dans ces problèmes-là, vu l'importance au niveau sociétal, hein, les problèmes humains que ça comporte. Il y a eu une augmentation des cyclones impressionnante par rapport à ce que l'on a dans les années précédentes ou après, en 1995, mais surtout en 2005. Elle a été telle qu'on s'est dit, eh bien, il y a une augmentation des cyclones et elle est due au changement climatique parce que certaines études avec les modèles, même si on ne représentait pas bien les cyclones, on avait des mécanismes, des indices, on jouait sur des variables qui sont un peu compliquées pour les définir ici et qui permettaient de définir le tourbillon, si vous voulez, du cyclone et donc le vent. Et donc, on s'est dit, oui, il y a eu des publications qui ont dit, mais dans mon modèle, moi, je pense que j'obtiens une augmentation des cyclones. Aujourd'hui, la question est tout à fait remise au goût du jour. Et je dirais que dans le dernier rapport du GIEC, il y a « there is low confidence » d'une augmentation de cyclones. Et le fait qu'ils soient plus forts, on subodore cela parce qu'il y aurait plus d'eau et que ça ferait plus pleuvoir et il y aura donc plus d'énergie dépensée. Mais c'est un raisonnement simple et ce n'est pas forcément le bon raisonnement et la réalité qui est là. Donc on est encore, je dirais, on garde encore une connaissance limitée sur les cyclones, mais il y a des tas de centres qui travaillent sur des modèles plus restreints. On a fait des progrès énormes. Par exemple, on s'est représenté dans ces modèles avec ces mailles plus restreintes que l'on a, la variation saisonnière, ce qu'on ne savait pas faire avant. On arrive à montrer qu'il y a une variation saisonnière très marquée. Donc déjà ça nous donne un indice de contentement, je dirais, une raison d'être content. Mais on ne sait pas, par exemple, représenter les cyclones les plus forts dans ces modèles. Donc on ne saura pas dire que les cyclones les plus forts deviennent encore plus forts. Donc on reste avec des difficultés. Mais j'ai envie de rebondir sur le problème d'incertitude, à moins que vous vouliez passer à autre chose. Brièvement, puis après je vous poserai une question. Mais allez-y sur l'idée d'incertitude. Je rappelle que c'est le titre de votre livre, hein, voilà, Incertitude sur le climat. Et donc comme vous avez posé la question à Sylvestre en disant trouvez-vous qu'on donne des billes aux climato-sceptiques, mon point de vue est complètement différent. Je pense que quand on affirme des réalités scientifiques, on doit les exprimer avec une rigueur totale. Une rigueur totale en montrant nos compétences, nos certitudes et nos faiblesses. Et c'est sur les faiblesses et sur les non-dits qui sont que les climato-sceptiques, je dirais, mal intentionnés, bâtissent leur discours. Et c'est sur ces faiblesses cachées
qu'ils vont vous dire n'importe quoi, mais le CO2, il n'y a pas d'effet parce que c'est saturation, il y a saturation, etc. Et ils vous inventent n'importe quoi. Et je pense qu'il est très important qu'on ne laisse pas ce problème de l'augmentation du CO2 dans l'avenir aux seuls économistes et aux seuls politiques. La recherche a son mot à dire, non pas pour décider, parce que c'est un problème sociétal, mais elle doit continuer à chercher pour vous dire de plus en plus de choses. Et bien sûr, ce n'est pas en un quart d'heure que je vais vous raconter 40 ans de recherche dans ces domaines, mais ce que disent les gens qui travaillent sur le climat, que ce soit par les observations, par les modèles, par les mécanismes et la compréhension, n'est pas ce que l'on disait en 75 ni en 85. Et je suis surprise, puisque je suis émérite, de voir à quel point, depuis 5 ans, ces recherches s'améliorent et se développent. Je dirais que tous les jours, tous les ans, vous avez des 20 et des 100 papiers qui sortent dans ces domaines qui sont de plus en plus performants. Donc il ne faut pas croire que ce problème est réglé et qu'on le laisse maintenant aux économistes ou aux politiques. Il faut qu'on insiste sur ces problèmes-là.